networking, vous aurez l'opportunité en fait de rencontrer beaucoup de gens, les speakers, les experts, notre partenaire Sanad. Du coup, voilà, profitez-vous et prenez les photos avec notre bus qui est juste là et le selfie frame. Donc, cette séance, ça va être plutôt un débat. C'est pas vraiment un panneau, une table ronde traditionnelle. C'est vraiment un débat. On va plus parler des problèmes, on va parler des solutions. Donc aujourd'hui, on a avec nous des experts, des grandes têtes de l'écosystème. On a avec nous Dr. Soukaina, qui représente Kautar, la directrice de Kautar. Et on a avec nous Madame Douja, la directrice de Red Start. Elle a créé plusieurs réseaux et c'est un partenaire de l'event, les deux dames. Donc, OK. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la parole à Douja, qui va partager avec nous ses propositions, en fait, pour avancer la place de la femme dans l'écosystème et surtout dans la tech. Bonjour à tous. Merci pour cet événement, Sanès, et à vous et à Sanad et à tout le réseau qui vous soutient. C'est toujours intéressant de rassembler des femmes. Tout à l'heure, quelqu'un qui parlait du réseau sur Internet. Je trouve que c'est toujours intéressant de faire des échanges avec les femmes. Excusez ma voix, je suis complètement... j'ai la voix rouillée, je suis malade. Donc... ce qu'on disait quand on a fait l'interview et ce qu'on discutait, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je pense que la femme tunisienne, en tout cas si je parle de la Tunisie déjà, la femme tunisienne, elle a pu arracher sa place. Je pense qu'elle est très dynamique, elle ne se laisse pas faire. De toute façon, même si on essaie de l'intimider, elle fait tout pour trouver les moyens de ce qu'elle veut, de ses ambitions. Elle cherche du financement quand elle veut, elle cherche... en tout cas, elle se débrouille. Tu as dit tout à l'heure qu'il y avait des choses qui ont été faites avec zéro dinar, ce qui est vrai. Aujourd'hui, on voit qu'elle s'oriente beaucoup vers tout ce qui est impact social et impact, tout ce qui est impact, de toute façon, tout ce qui est impactant, de plus en plus en Tunisie. Et c'est les femmes qui sont en tête de ce genre d'initiative. Vous avez vu autour de la salle des femmes qui souhaitent, they want to pay back. So, elles veulent vraiment contribuer, participer d'une manière ou d'une autre. Les solutions, moi je pense que au-delà de, et j'ai beaucoup apprécié ce que disait Khadija, quand je suis rentrée, c'était au moment où vous parlez. On n'a pas de contraintes, je n'ai pas plus de problèmes qu'un homme pour accéder au financement ou pour accéder à quelques services que ce soit. Et je l'avais dit quand on a fait l'interview, je pense que c'est pas vraiment question de service ou d'accès aux services ou à la technologie ou autre, plus que l'encouragement ou la capacité intrinsèque ou celle de son environnement qui l'encouragerait à le faire ou la découragerait à le faire. Et donc, pour tout ce qui est technologie, de toute façon, c'est des orientations générales, c'est des femmes qui veulent aller vers la technologie. Et donc, si elle est compétente, elle n'aura aucun problème, aucune barrière d'entrée. Mais si elle n'est pas encouragée même si elle a des compétences, elle n'est pas encouragée par son entourage, elle ne le fera pas. Donc, on voit d'ailleurs l'implication des femmes dans les grandes villes ou dans les régions. C'est différent parce que la pression sociale et la pression de la culture, de notre culture, de certaines cultures, enfin ça évolue de toute façon dans le temps et heureusement, fait que ça l'entrave à aller vers un chemin ou vers un autre et avancer même si elle a envie de le faire. Merci beaucoup déjà. Avant qu'on donne la parole à Dr. Soukaina, vous avez parlé en fait de la question de mindset, de la mentalité qui reste un problème en commun avec les autres pays dans la région et qui est important parce que ça commence toujours avec la mentalité. Donc, selon vous, qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui proposer aux décideurs, aux acteurs de l'écosystème, au secteur privé et public, qu'est-ce qu'on peut proposer en tant qu'action concrète pour avancer cette mentalité qui reste toujours, voilà, sur ce point-là, qu'on voit la femme au-dessus de l'homme. Il y a des femmes avec qui on a fait des interviews qui nous a dit en fait que quand j'ai présenté mon projet, l'investisseur il a dit si tu as un co-founder homme, je vais investir. Donc ça reste toujours en fait une réalité malheureusement confrontée par pas mal des femmes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer ça?
Ta dernière remarque confirme le fait que c'est une mentalité. Si c'était une femme, elle n'aurait pas dit, elle n'aurait pas fait cette remarque. La question est très difficile. Qu'est-ce qu'on fait pour changer des mentalités? C'est une question de génération. C'est le plus dur à changer en fait. Peut-être qu'on doit aller à l'école, aux petites écoles, et commencer à dire, enfin, on va travailler sur le genre pour dire qu'il n'y a pas de différence, qu'on ne doit pas traiter chez nous, chez moi à la maison, un garçon et une fille, pas pareil, pour lui dire, toi, tu fais pas toi, tu vas faire un peu, tu vas m'aider au ménage, et toi, tu vas pouvoir jouer dans la chambre. Je sais pas, je dis n'importe quoi, mais c'est des pratiques, peut-être même si je ne le pense pas. Moi, parfois, je me pose la question. Moi, je ne suis pas de fille, j'ai 2 garçons, mais je me dis, si j'avais une fille et un garçon, est-ce que j'aurais fait attention comment je le traiterais? C'est très une culture, c'est très imprégné dans l'inconscient, donc on ne peut pas vraiment le changer très facilement. Par contre, ce que j'encourage de faire énormément, et ce que je dis, et ce que je combats, puisque je travaille beaucoup sur l'entrepreneuriat, c'est de commencer très très tôt. Déjà en attendant qu'on change des mentalités, et franchement, moi, je ne vois pas d'action concrète pour changer certaines mentalités, sauf que les générations sont différentes. Aujourd'hui, les jeunes, peut-être qu'ils sont en train de voir les choses autrement, peut-être, hein, je n'ai pas de preuves, je l'espère, mais je sais que c'est une question de génération. Commencer l'entrepreneuriat dès le jeune âge et traiter les gens, au moins au niveau de l'entrepreneuriat, de la même manière. Les personnes, je veux dire les filles et les garçons, de la même manière. On ne peut pas commencer à parler d'entrepreneuriat quand on est à l'université. Bon, ça donne des résultats quand même. Je ne veux pas dire que c'est nul, hein, parce que j'ai vu, moi, le passage en 15 ans ou en 20 ans, comment ont été la mentalité, comment aujourd'hui les jeunes y sont. Il y a des changements à faire. Mais si on veut aller plus vite, il faut aller vraiment plus bas et travailler énormément sur la culture entrepreneuriale, sur l'initiative en général. Moi, je ne vais peut-être pas fermer la porte sur l'entrepreneuriat, mais dire apprendre aux filles et aux garçons en même temps que l'initiative, l'esprit d'initiative ne peut qu'être bénéfique pour sa vie, pour sa carrière, quand elle cherche l'emploi. Moi, je recrute quelqu'un qui a l'esprit d'initiative. C'est beaucoup mieux que de recruter quelqu'un qui cherche à attendre des ordres de ma part. Donc, voilà, c'est ce genre. Au moins, la mentalité au niveau de l'école et des universités, ça, il y a un travail à faire. Et c'est encore une fois, il faut vraiment former les éducateurs, les professeurs. Franchement, la difficulté, c'est que la problématique soit dans le fait que c'est une mentalité, que c'est une culture et que c'est long à changer. Mais bon, il y a beaucoup d'initiatives où on cherche à introduire les femmes. Depuis tout à l'heure, les expériences montrent que certaines disent qu'il n'y a pas d'obstacles, d'autres disent qu'il y a des obstacles. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'initiatives. Il y a beaucoup de femmes qui essaient de travailler ensemble, de se soutenir, de faire des choses ensemble, etc. Mais moi, je retourne toujours aux fondamentaux, c'est la culture et le mindset. Effectivement, merci beaucoup Douja. C'est très important ce que vous avez dit, le fait que la misogynie, elle est en nous. C'est vrai, chacun d'entre nous, on a un peu de misogynie là-dessus. Et si on n'examine pas, si on ne pose pas des questions, on ne va pas avancer. Et c'est vrai, ça commence avec des discussions, ça commence à travers les médias, ça commence à travers l'éducation à l'école, d'enseigner en fait l'égalité entre hommes et femmes. Euh, on va parler en détail par la suite. Je donne la parole à Madame Doctora Soukaina. Qu'est-ce que vous allez proposer ou qu'est-ce que vous proposez en fait en termes de actions concrètes aux décideurs au jour d'aujourd'hui en Tunisie? Je crois que j'ai commencé depuis longtemps à travailler avec d'autres. Donc, je crois que la première chose que je ferais, c'est de ne jamais proposer toute seule et de travailler en partenariat avec beaucoup d'autres. Et je crois que la première leçon, c'est que le monde ne changera pas avec une seule hirondelle. Elle ne fait jamais le printemps. Donc, il faut vraiment se mettre ensemble. Et puis, il faut avoir des stratégies. Je crois que nous venons de vivre quelque chose un peu partout dans le monde cette année. C'est les journées spécifiques autour de la violence à l'égard des femmes. Jamais les sociétés civiles ne se sont autant mobilisées. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une prise de conscience. Et pourquoi? Parce qu'il y a eu des dénonciations. Et donc, je crois que quand on dénonce, ça crée des réactions, bonnes et mauvaises d'ailleurs. Et je crois que nous sommes aussi dans un temps où les femmes doivent bouger,
parce que moi, je travaille sur l'entrepreneuriat féminin depuis à peu près 20 ans. D'ailleurs, par hasard, j'ai apporté ce livre qui est sur la Tunisie ou sur le monde arabe. C'était la première étude sur l'entrepreneuriat dans la région MENA, et d'où j'ai été avec moi d'ailleurs pour cette étude-là. Nous avons travaillé dans 7 pays de la région MENA, et nous avons interviewé des femmes entrepreneurs, et je crois que c'est très intéressant, 15 ans après, de lire leurs réponses. Et je crois que leurs besoins sont toujours là. Certains de leurs besoins sont toujours là. Or, dans la salle, il y a des réponses aux besoins de femmes. Le problème, c'est que toutes les réponses que j'ai entendues, toutes, sans aucune exception, sont des besoins micro, sont des réponses micro, et qu'on doit changer d'échelle. Quand on a voulu changer le code de statut personnel, ou quand on a voulu faire quelque chose réellement d'important contre la violence à l'égard des femmes, on a fait une loi. On n'a pas dit chacun doit changer sa propre maison. Donc je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau de la société civile, qui est réveillée aujourd'hui, elle est là, vous êtes là. C'est important, moi j'ai jamais... c'est très très impressionnant d'entendre cette énergie et cette volonté de faire, mais je crois qu'il faut qu'elle soit canalisée. Elle n'est pas canalisée parce qu'on va se partir. Moi, je connais presque aucune de ces initiatives, alors que je travaille depuis 20 ans sur l'entrepreneuriat. Il y a quelque chose qui n'est pas normal, et personne ne me connaît, en dehors de vous et de quelques autres. Mais je veux dire, c'est important, c'est un centre scientifique, nous avons des bases de données, nous rayonnons dans le monde arabe, on croit qu'on est très important et personne ne nous connaît. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a réellement... l'information doit être travaillée autrement. Vous avez mis toute une série de Twitter, de ceci, de cela, de blogs, de machin, mais il faut qu'on les utilise. Au moins ceux qui savent le faire par rapport... Oui, mais il faut le faire pour montrer les autres qui ne savent pas ou qui ne peuvent pas, ou les femmes rurales, ou celles qui sont dans l'ombre, etc., etc. Ou les plus vieilles, ou les handicapés même physiques, même celles qui ne savent pas manier un computer. Donc je crois qu'il y a 2 niveaux. Il y a la société civile, qu'est-ce qu'elle fait, et surtout le milieu universitaire, qu'est-ce qu'il fait pour s'ouvrir sur l'environnement entrepreneurial. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important. Il faut qu'il y ait des ponts qui soient réellement construits entre l'université dont je viens. Moi, j'ai passé 30 ans à l'université, on n'a jamais été y voir une entreprise, alors que je forme des juristes, je forme des avocats, des professeurs de droit, des magistrats, quelques entrepreneurs, par hasard, ils sont là, parce qu'ils sont peut-être plus intelligents que les autres, mais nous n'avons pas du tout la culture du risque. Et je crois que c'est quelque chose de très important, il ne faut pas se cacher. L'entrepreneuriat, c'est avant tout l'audace et le risque. Et ce n'est pas ce que nous enseignons dans nos programmes. Nous avons été pendant des années et pendant une très longue période, jusqu'au printemps arabe, complètement enfermés dans un système plutôt dogmatique, où le risque n'était pas bien vu. Parce que quand on fait le risque, ça veut dire on peut toucher à tout. Et aujourd'hui, il y a une ouverture extraordinaire de tous les risques, y compris pour tout le monde, y compris pour les femmes d'ailleurs. Donc, je crois que la culture de l'entrepreneuriat, elle peut s'implanter dans un milieu ouvert comme celui d'aujourd'hui, plus que celui d'avant. Et quand on parle de l'entrepreneuriat au féminin, on oublie toujours que l'entreprise masculine, les hommes entrepreneurs, sont très peu nombreux en Tunisie. Ils représentent quoi dans la masse de ceux qui travaillent? C'est 10%, 15%. Et dans les 15% des hommes qui travaillent, qui sont entrepreneurs, il y a 5% de femmes, 7% de femmes. Donc, on est dans un pays où il n'y a pas beaucoup d'entrepreneuriat, ni hommes, ni femmes. Et donc, déjà, il faut dire ça. C'est pour ça que les bases de données scientifiques, la science, ce qu'on doit savoir, le savoir, c'est quelque chose d'important. Si vous travaillez dans des pays où il y a une culture entrepreneuriale, comme le Liban, par exemple, où tout le monde est un peu entrepreneur, vous n'allez pas travailler de la même manière. D'ailleurs, ils n'ont même pas besoin d'associations. C'est récent, les associations de femmes entrepreneurs là-bas. Ils n'ont pas besoin, de la même manière que chez nous, d'avoir tous ces mécanismes d'appui pour créer une mentalité d'entrepreneur ou une culture entrepreneuriale qui n'existait pas en Tunisie pendant toute la période de l'indépendance jusqu'au printemps arabe. Donc, il y a ça. Ça, c'est la société civile qui doit le prendre en charge. Et puis le deuxième niveau,
et moi j'aimerais insister énormément là-dessus, c'est les pouvoirs publics, les politiques publiques, la responsabilité de l'État. L'État ne peut pas se permettre de fermer les portes de la fonction publique qui a fait rêver tout le monde en disant, et en étant l'État-providence, du jour au lendemain, en leur disant débrouillez-vous. Il doit y avoir des mécanismes et surtout le souffle. Parce que je crois que ce qui manque à la Tunisie, comme à beaucoup de pays en voie de développement, et aux Tunisiens et aux Tunisiennes, c'est le souffle. C'est-à-dire qu'il y a énormément d'initiatives. Moi, pour venir ici, j'ai dénombré une 50aine d'initiatives, dont 2 sommets sur l'entrepreneuriat, dont le dernier a eu lieu en septembre de cette année, avec l'appui de l'Union européenne, où on avait un collectif où la directrice de l'agence de communication a dit que c'était très important, les femmes entrepreneurs, au niveau même du développement mondial et pas seulement méditerranéen. Mais d'accord, les initiatives sont très bonnes. Mais moi, ce que je demande, c'est une fois qu'on a fait l'initiative, 1 an après, 6 mois après, 3 ans après, qu'est-ce qui reste ? De la même manière que toutes les IMF qui existent ici, que je connais bien d'ailleurs, Advance et les autres, est-ce qu'elles s'inscrivent dans la durée, leur plan d'action, même si au départ elles ne sont pas genderisées, elles n'ont pas ce programme spécifique, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est d'avoir premièrement une stratégie et puis d'avoir un suivi. Et je crois qu'on est dans des tissus très fragiles. Et il faut faire attention, il faut savoir qu'on est dans des tissus fragiles. Vous savez, les AMF, c'est très intéressant, on a ouvert les fonds, les mécanismes d'aide et tout ça, mais quelle est leur durée de vie quand elles ne peuvent pas s'alimenter en ressources propres et que chaque fois, elles doivent s'alimenter par des sources extérieures puisqu'on ne permet pas l'épargne en Tunisie pour les AMF. L'épargne de celui qui prend le crédit, elle se fait à la banque, et l'AMF doit aller chercher du crédit pour renouveler ce qu'elle donne comme crédit à un taux important. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas dans les mécanismes institutionnels. Et je crois qu'il faut être très critique, mais être critique et positif. Il ne faut pas être critique pour dire tout va mal. Il faut dire les initiatives sont très bonnes, les AMF font du très bon travail, il faut les soutenir, il faut montrer les choses positives, il faut publier sur ces choses positives, il faut en parler aux étudiants, parce que pour le moment, ce sont les étudiants qui vont devenir les futurs entrepreneurs. Et puis, il faut que les étudiantes et les étudiants s'entraident. Et je crois que ce que disait Laïla Charfi tout à l'heure, elle disait oui, au début, je ne me rendais pas compte, mais moi non plus, je ne me rendais pas compte. Moi, j'étais dans une fac où on était 10 femmes avec 200 hommes, et je ne savais pas que j'étais une femme ou un homme. Et je m'en suis aperçue quand j'ai eu des enfants. Quand moi, je devais passer ma thèse et que les autres terminaient, alors que moi, j'étais encore au chapitre XY, je me suis rendu compte qu'il y avait des problèmes quand même que les autres n'avaient pas. Et alors, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et donc, je crois que c'est très important, cette prise de conscience, même si elle ne se fait pas pour tout le monde, ça ne fait rien. Et je crois que c'est très, très, très important qu'on travaille sur l'information. Ça, vous savez faire, vous. Vous savez faire le marketing, vous savez faire l'information. Ben, il faut le faire pour les personnes qui ne peuvent pas le faire. Les femmes entrepreneurs qui réussissent, eh bien, il faut les montrer. Il faut les montrer, mais pas pour les montrer comme étant des stars. Il faut les montrer dans leur ordinaire. Ce sont des femmes ordinaires. Elles sont comme vous et moi. Et elles travaillent 8 heures par jour. Ce n'est pas des femmes... Alors moi, j'aimerais terminer par quelque chose de sympathique. Moi, je voulais commencer par le livre de, comment il s'appelle, Ferris, il dit je vais vous apprendre comment travailler 4 heures par semaine et réussir 4 heures par semaine. Oui, moi je l'ai lu, je n'ai pas appris, parce que c'est trop beau d'apprendre. Comment il s'appelle ce livre? Je vais vous le donner, la référence. Il a dit, voilà, il faut apprendre à travailler seulement 4 heures par semaine. Si vous utilisez le digital, parce qu'on parle du digital ici, si on fait le tout digital pour l'entrepreneuriat, vous allez travailler seulement 4 heures par semaine. Et il le démontre. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'avant d'arriver
a travaillé 4 heures par semaine, on a travaillé plus de 40 heures par semaine pendant des années et des années. Et donc, je crois que c'est très important qu'on termine, qu'on désacralise le digital et la digitalisation. Après tout, on a appris un tas de choses. On peut aussi apprendre le digital, mais à condition que les pouvoirs publics le prennent au sérieux. Et c'est ça que je veux dire. Regardez les chiffres. Ce n'est pas normal. Regardez la région MENA. Nous sommes la région dans laquelle il y a le moins d'accès de connexion, le moins d'accès à Internet, le moins de digitalisation. Et on est dans la région où il y a le plus de gap entre les hommes et les femmes. Alors, si l'écosystème est celui-là, comment voulez-vous que les femmes entrepreneurs utilisent comme les hommes la digitalisation ou bien utilisent la digitalisation comme dans les autres pays? Ce qu'il y a, c'est vraiment faire une campagne et tenir tête pour que les pouvoirs publics digitalisent de manière sérieuse le pays. L'écosystème économique et social et culturel doit être digitalisé. Mais vous savez, la digitalisation, ça fait des millions d'emplois. La Commission européenne a fait une étude cette année, en 2019, pour dire qu'en 2020, la digitalisation des services des entreprises va permettre 1 million d'emplois nouveaux, de recruter presque 1 million d'emplois nouveaux. 1 million d'emplois nouveaux, ça fait tous nos ingénieurs, femmes et hommes, qui partent, mais ça fait tous les hommes et femmes qui viendraient en Tunisie si nous, on digitalisait beaucoup plus. Voilà. Donc, digitalisons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur Soukaina. C'est très intéressant. Ça montre en fait l'importance de vraiment penser et créer en fait des solutions concrètes au niveau de l'économie digitale. C'est le futur. On est en train de vivre vraiment une évolution technologique. Faire une campagne et descendre dans la rue pour dire digitalisons. Ah oui, oui, ça peut être comme idée. Ça peut être comme idée. Oui, bien sûr. On va le faire avec Womanpreneur Tour, la prochaine édition. Par le bus. Par le bus, voilà. Je donne la parole à Douja. Elle voulait en fait ajouter d'autres idées. Et par la suite, parce que comme je vous ai dit, c'est un débat, c'est pas vraiment un panel traditionnel. Je vais donner la parole à quelques-uns d'entre vous. Et par la suite, on va terminer par le networking. Il y a de la nourriture, le bus et le selfie frame. Merci. Non, c'est juste pour, ce qu'elle a dit, Madame Boulaoui, je suis tout à fait d'accord avec elle sur le fait qu'il faut justement avoir des lois qui facilitent beaucoup de choses. Le gouvernement, en fait, nous, ce qu'on demande, c'est pas de nous aider à entreprendre pour entreprendre, mais nous faciliter. Voilà, c'est le climat d'investissement qui doit être favorable à tout le monde, pareil, pas comme les hommes, pour les femmes comme les hommes, et être favorable, friendly, pour que les femmes investissent et que qu'il y ait du digital, que les choses soient simplifiées pour tout le monde. Et je veux faire une petite remarque. Quelqu'un tout à l'heure qui a dit le coding, c'est pas pour les femmes. Moi, j'ai un ami ingénieur qui me disait, elles sont meilleures que les hommes. Quand elles apprennent le métier, on va dire, elles sont excellentes. Donc, avec le digital, peut-être on peut employer beaucoup plus de femmes et donner l'occasion à des femmes à créer des choses dans le digital et dans toutes ces nouvelles technologies et créer elles-mêmes leurs emplois et des emplois pour les autres. Surtout dans le domaine culturel et le design, et le domaine culturel et l'édition. Il y a énormément de femmes qui travaillent là-dedans, mais elles n'ont pas les meilleurs emplois, elles n'ont pas les emplois rémunérés, et elles ne sont pas digitalisées. Mais si elles se digitalisaient, eh bien, comme notre exemple extraordinaire là qu'on a vu, Wikipédia culturel, il y a énormément de champs de travail pour les femmes et pour les hommes, mais pour les femmes. Et je crois quand même qu'il faut des petits coups de pouce particuliers pour les femmes. Merci beaucoup. OK, donc, est-ce que vous avez quelques commentaires ou peut-être vous voulez ajouter d'autres idées?
Juste par rapport à votre question, s'il y a une action à faire, est-ce que tu disais toi, Douja et Madame Sokaina, par rapport, parce que c'est un changement de mentalité et on travaille sur les normes sociales, sur ce que se transmet, exactement, voilà. Et par exemple, moi je viens du secteur des industries culturelles et créatives et c'est mon truc, je le tiens, it's my guts. Et je pense que c'est par là que le changement va venir. Et s'il y a une action qu'on peut faire aujourd'hui, on est toutes des femmes et on peut prendre au moins la décision de boycotter tout produit culturel, film, feuilleton, machin, où il y a une violence qui nous met... aujourd'hui, dans les feuilletons égyptiens, il n'y a pas un film où il n'y a pas la scène ou le gifle. Je veux dire, vous avez le pouvoir de boycotter ce type de produit. Vous avez le pouvoir, pas seulement mettre chilouche enti, mais ne pas exposer vos enfants à ça. C'est par rapport à la nouvelle génération. Donc ça, c'est une action très facile à faire, au niveau macro, comme vous disiez, qui ne demande pas d'effort, mais ne regardez pas ça et ne laissez pas passer ça à vos enfants. Après, par rapport à l'entrepreneuriat dans le secteur culturel et créatif, effectivement, on vient de faire une étude là maintenant sur les industries culturelles et créatives en Tunisie. Et pareil, les statistiques ont montré, sur l'échantillon, qui est un tout petit, mais c'était juste très rapide, que uniquement 23% des entreprises culturelles et créatives sont founded by women. Et pareil, ce que vous disiez, c'est s'il y a encore déjà du retard sur de nous connaître en tant qu'entrepreneurs, femmes, etc., c'est encore pire dans les industries culturelles et créatives, mais vraiment pire. Donc je vous invite, si parmi vous, comme je disais tout à l'heure, vous avez le site pour l'accès au financement, mais il y a aussi l'index des entreprises culturelles et créatives. C'est un index global et qui est, je suis très fière, c'est un produit tunisien. Donc, il est worldwide. Inscrivez-vous et c'est comme ça qu'on peut générer des dates pour faire du plaidoyer, pour faire du macro et d'influencer les politiques. Merci beaucoup, Wafa. Vous avez d'autres questions, d'autres remarques? Oui. Bonjour, je m'appelle Asma Hassouna, je suis coach en développement personnel et professionnel et je suis également consultante en management de projet. Donc j'ai eu à évaluer plusieurs initiatives justement qui travaillent sur le genre, que ce soit des initiatives gouvernementales ou non gouvernementales. Et à chaque fois je me rends compte que justement on part très rapidement dans la solution. C'est-à-dire qu'on veut concevoir une solution sans prendre le temps de comprendre le pourquoi, déjà, de un. Et surtout, quand on conçoit une solution ou quand on a une idée de solution, est-ce qu'on prend le temps de la tester? Ce qu'on appelle le prototypage. Quelle est notre priorité? Est-ce que c'est d'implémenter notre solution qu'on pense être la meilleure? Ou est-ce qu'on implémente une solution pour être sûr qu'elle soit adaptée? Donc ici, est-ce qu'on fait du suivi? Est-ce qu'on évalue? Ou est-ce qu'on se dit, bon voilà, on n'a plus le temps finalement, on a employé des milliards, parfois je vois des milliards, je ne vois pas d'impact. C'est parce que quelqu'un s'est dit que ce projet-là va marcher et ne s'est pas posé la question de comment ça doit marcher. Donc ici, je pense que le plus important, c'est de savoir quelles questions on va se poser avant de trouver la solution, avant de penser à la solution. Parce que si on parle de l'entrepreneuriat, justement, la culture d'entrepreneuriat, elle concerne tout le monde, comme elle a bien dit Madame Sokaina. Donc ici, parmi ceux qui pensent que je veux être entrepreneur, combien pensent qu'ils peuvent l'être? Et ici, c'est genré. Parce qu'en général, justement, les femmes pensent qu'elles peuvent moins que les hommes. Donc, où est-ce que je vais intervenir en tant que programme ou initiative? Est-ce que je vais intervenir en général, juste pour sensibiliser par rapport à la culture d'entreprendre, ou je vais cibler quelque chose de précis? Et ici, est-ce que je vais faire l'effort? Est-ce que je vais mettre le temps? Est-ce que je vais mettre toutes les ressources nécessaires pour aller sur le terrain et comprendre est-ce que ça va marcher ou pas? J'ai vu des milliards, j'ai vu des mécanismes extraordinaires, j'ai vu des centres, même publics, c'est extraordinaire ce qu'on a en Tunisie comme centre de formation publique, mais personne n'y va. La femme rurale, quand je lui demande, elle me dit « Je t'ahki, madame, ما نجمش نمشي حتى الغادي ما عنديش حق تاكسي. ما عنديش باش ناخذ الواج ما فما حتى تاكسي جامعي ولا autre يتعدى من شيرتي. » Donc c'est pas adapté. Donc ici, comment on design nos projets, comment on design nos solutions. Il y a une phase qui s'appelle l'observation.
de loin, de près, une enquête. Il y a plusieurs types d'outils qu'on peut utiliser. Il y a la phase d'empathie, parce que celui qui conçoit le projet, en général, il n'est pas très concerné par le problème. Donc, comment être sûr que tu comprends l'utilisateur? Et surtout, prototyper la solution. Effectivement, il y a plusieurs besoins et il y a plusieurs solutions. C'est vrai qu'on ne peut pas traiter les besoins des femmes entrepreneuses ou les femmes en général autant qu'un groupe seul. Les femmes, ils ont des expériences uniques. Par exemple, durant la tournée, on a posé la question aux femmes, est-ce que vous avez vécu de la discrimination? Il y a des femmes qui ont nié en fait que la discrimination existe même. Et d'autres qui ont raconté d'autres histoires, qu'ils sont en train de vraiment vivre la discrimination chaque jour. Donc, c'est une question unique, individuelle, c'est des perspectives différentes. C'est pour cela, là, aujourd'hui, on est là, on a des idées différentes. Ça me fait plaisir, en fait, d'entendre votre proposition, qu'on prend en considération. On est une organisation qui travaille avec les femmes entrepreneuses partout dans la région et la même chose avec Sanad. Donc merci beaucoup pour votre commentaire. Je vais conclure. Désolée d'être un peu stricte avec le temps. On a le networking, on aimerait bien rencontrer pas mal d'entre vous. Donc je vous invite à rejoindre en fait le reste dans le hall. Il y a la bouffe, la nourriture. Et n'oubliez pas le bus, voilà. Merci beaucoup.